Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour le lancement ce 10 mai de la campagne pour les élections régionales et cantonales dans les Pays de la Loire. Je suis Hervé Juvin. J'ai l'honneur d'être tête de liste à ces élections et je suis heureux de vous accueillir, de vous dire quelques mots, de passer la parole à Marine Le Pen et ensuite de répondre à vos questions. Évidemment, ce n'est pas sans émotion que je me présente devant vous ce matin. Je revois le petit garçon de l'école Saint-Félix, je revois le collégien du collège Saint-Stanislas de Nantes, qui allait prendre des cours de grec et de latin pendant tout l'été en passant le bac de Mindin, parce qu'il n'y avait pas encore le pont de Saint-Nazaire au collège Saint-Louis de Saint-Nazaire. Je revois aussi le licencié de l'ESNAC qui a couru sur à peu près toutes les pistes de cross-country et d'athlétisme, parce que courir est à peu près la seule chose de bien que j'ai faite dans ma vie à ce jour. Bref, je retrouve la région qui est la mienne. J'ai rêvé de voir le monde, j'ai rêvé d'écrire les livres, j'ai aussi rêvé de rendre au territoire qui est le mien ce que j'en avais reçu. Et c'est pourquoi c'est avec enthousiasme, c'est aussi avec passion que je me présente devant vous ce matin. Je suis heureux d'accueillir, et merci combien Marine d'être venue me soutenir, d'être venue nous apporter le soutien du Rassemblement national pour ce combat pour les élections régionales et pour ce combat pour le projet que nous présentons. J'ai le plaisir de vous présenter celles et ceux qui m'ont rejoint pour cette campagne. France Jamais, député européen, notamment en charge de la pêche au Parlement européen. Andrea Cotarac, tête de liste aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes et cofondateur avec moi du mouvement Les Localistes, dont nous dirons sans doute un mot. Je suis également fier et heureux d'accueillir toutes celles et ceux qui vont conduire ces listes avec moi pour ces élections régionales dans les 5 départements de la région. Éléonore Revel, qui m'accompagne dans les Loire-Atlantique, Jean-Patrick Fillet, qui nous accueille et qui a organisé cette journée pour la Vendée, Raymond de Malherbe, qui conduit la liste dans la Sarthe, Jean-Michel Cadenat, qui conduit notre liste pour la Mayenne, et Gabriel de Chabot, qui conduit notre liste pour le Maine-et-Loire, avec qui j'ai passé une journée passionnante vendredi dernier autour d'Angers. Je salue également les locaux de l'étape. Comment ne pas saluer Corinne, Corinne Fillet, vraiment merci pour tout ce que tu nous apportes et pour ton accueil exceptionnel. Mais c'est vrai que j'en dirais autant d'Éric Mauvoisin. Éric Mauvoisin est aussi candidat ici. Il connaît bien les pêcheurs, il connaît bien l'artisanat, il connaît bien la profondeur de la culture de la région. Éric, merci de tout ce que tu m'as fait découvrir des beautés et des saveurs de la région, parce que chez toi on est au cœur du localisme, et sans doute est-ce que nous en dirons un mot ensuite. Une fois avoir dit cela, il faut en venir à l'essentiel. Et évidemment, vous ne m'en voudrez pas de dire quelques mots de la campagne que nous allons conduire et du projet que j'entends développer pour la région des Pays de la Loire. Notre projet, c'est un projet pour une région qui vous protège. J'en viens donc très vite à l'essentiel et j'aurai simplement 4 ou 5 points. Le premier point, ça n'est pas pour critiquer la gestion précédente de Madame Morancet, c'est pas pour m'en prendre à tel ou tel de mes concurrents. C'est pour vous dire que mon premier adversaire dans ces élections, notre premier adversaire à tous, c'est l'abstention. L'abstention est un cancer qui ronge nos démocraties. L'abstention est un cancer qui est en train de limiter la légitimité des élus. Parce que je veux bien qu'un certain nombre d'élus, et je pense notamment à des maires écolos élus avec moins de 20% des inscrits, gèrent les affaires courantes. Ils n'ont pas de légitimité pour prendre des décisions déterminantes ou clivantes pour leur circonscription, pour leur mairie ou pour leur région. C'est pourquoi je considère que si je veux être un élu légitime, si nous voulons être des élus légitimes pour agir, nous devons nous battre contre l'abstention. Et donc je n'ai qu'un premier message, je demande à tous mes colistiers, je demande à tous ceux qui soutiennent notre liste de le répéter sans cesse, votez. Nous comprenons votre colère, nous comprenons votre indignation, nous comprenons votre volonté que ça change. Nous sommes en France, nous sommes en démocratie, le pouvoir ne se prend pas dans la rue, il ne se prend pas par la violence, il se prend dans les urnes. Tant que nous en avons la chance, tant que nous pouvons exprimer notre voix, votez. Et c'est le premier message que je veux faire passer à tous les citoyens des Pays de la Loire. Soyez responsables, soyez libres, venez voter le 20 juin, c'est important et ça comptera.
Mon second message, c'est naturellement pour dire quelques mots de notre accroche pour une région qui vous protège. Pour une région qui vous protège, c'est parler de sécurité globale. Pour une région qui vous protège, c'est parler de localisme, c'est parler de bonne gestion. Chaque euro dépensé par la région doit être un euro dépensé pour les citoyens des Pays de la Loire. C'est aussi parler de responsabilité et c'est parler d'engagement dans l'avenir. Mon premier mot à ce sujet sera évidemment pour la sécurité publique. Une jeune femme reçoit un coup de couteau sur le pont Saint-Gor à 7 h du matin. Des policiers se font agresser et on manque de retourner leur voiture à Saint-Nazaire au même moment où un policier est tué en Avignon. Dans la gare du Mans l'autre jour, des gens me disent qu'ils ont peur de sortir de la gare à cause du nombre de mineurs isolés qui les isolent du centre-ville. Bref, la région a des moyens, la région ne peut pas ne rien faire. Vous savez que ses compétences sont concentrées sur la sécurité dans les lycées et collèges et la sécurité dans les transports, mais la région peut aider les communes et la région peut aider les départements dans le domaine de la sécurité publique. C'est pourquoi je proposerai de réunir une grande conférence de la sécurité des territoires. Cette conférence à laquelle seront associées toutes les parties prenantes, syndicats, formateurs, policiers, gendarmes, partis politiques, etc., devra travailler sur les moyens concrets de faire de la sécurité un droit pour tous et notamment de rétablir la sécurité sur des zones rurales où elle est de plus en plus compromise et on voit la multiplication d'actes d'incivilité, de vol et quelquefois aussi, hélas, de violence. J'ajoute que la région peut agir en faveur des victimes, par exemple pour créer des maisons d'accueil et de recueil pour les victimes de violences, par exemple pour payer les défenses des avocats des victimes. Les délinquants ont droit au service d'avocats, pourquoi les victimes ne seraient-elles pas également défendues et représentées par des avocats qui puissent faire avancer leur cause? Bref, la région peut prendre des décisions, elle peut faire avancer ce grand sujet de la sécurité publique. Mais j'ai parlé de sécurité globale et naturellement ce sujet n'est pas le seul. Je voudrais parler de la sécurité professionnelle. La sécurité professionnelle, c'est celle que donnent des formations adaptées au monde dans lequel nous allons entrer et à l'économie vers laquelle nous allons. C'est pourquoi je souhaiterais que nous travaillions avec le Parlement européen à créer un Erasmus des formations professionnelles et de l'apprentissage. Comme c'est déjà le cas pour la boulangerie, des apprentis boulangers français vont en Allemagne, des apprentis boulangers allemands viennent en France. Je pense qu'il faudrait étendre l'Erasmus à tous les apprentis et à toutes les personnes en formation qui le souhaitent. Nous avons du travail à faire pour les formations du futur sur le recyclage, sur l'économie circulaire, sur la réparation, qui deviennent vite des métiers assez techniques sur lesquels encore peu de formations existent. Mais j'en viens vite à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est que tout jeune qui crée son entreprise ou qui trouve un premier emploi puisse voir la région l'accompagner par un apport de fonds propres, soit à l'entreprise qu'il crée, soit à l'entreprise qu'il embauche. Ça me paraît essentiel, notamment pour la relance des activités culturelles, avec quelques milliers d'euros en fonds propres, on peut créer un label, on peut agir sur Internet, on peut développer du spectacle vivant, on peut créer quelque chose de neuf dans le domaine culturel. C'est essentiel à la vie de notre région, c'est essentiel à la sortie de la période Covid, et je pense que cet apport de fonds propres accompagnant la première embauche ou la création d'entreprise peut redynamiser le monde des indépendants, des artisans et du spectacle vivant. Sécurité professionnelle, c'est naturellement, et ça passe par l'entreprise. Je ne ferai pas l'injure aux jeunes des Pays de la Loire de croire que seule l'assistance les attend. Ce qui les attend, ce sont des emplois qualifiés, ce sont des filières d'excellence, et ce qui les emploie, ce sont des entreprises dynamiques. Vous le savez, notre région des Pays de la Loire ne manque pas de filières d'excellence. Je parlerai de la filière automobile au Mans, je parlerai de Végépolis, ce pôle d'importance mondiale des technologies végétales qui est à Angers. Je parlerai naturellement de l'aéronautique et spatiale, des composants. Je parlerai naturellement du nautisme, du dériveur de plage au paquebot, pur porte-avions nucléaire pour la zone de Saint-Nazaire, bref, et des Sables d'Olonne, bref. Nous avons des filières d'excellence. La région peut jouer un rôle en aidant la résilience d'entreprises touchées par des mouvements de capital ou des mouvements d'ouverture, comme l'est actuellement l'usine MAN de Saint-Nazaire.
La région peut jouer un rôle pour accompagner la croissance des entreprises, parce que je vois que trop d'entreprises au-dessus de 100-200 personnes se heurtent à un plafond de verre. Bref, nous avons beaucoup à faire pour les entreprises, mais je voudrais souligner 2 points. L'action de la région est essentielle pour revitaliser le tissu d'artisans, de commerçants et d'indépendants. Nous exercerons la préférence locale et régionale dans tous les domaines. Je souhaite que nous créions un label produit dans la région des Pays de Loire qui distingue l'excellence des produits de notre région. Et pour continuer dans le localisme, et j'en parle aux côtés d'Andrea Cotarac puisque nous avons co-créé le mouvement des localistes, je souhaite que dans tous les domaines, nous puissions privilégier le local, les circuits courts, ce qui vient près de chez nous. Il y a une dimension particulière que je voudrais souligner parce qu'elle est très nouvelle. Laissez-moi vous dire un mot du double dividende. Vous savez tous ce qu'est le dividende que paye une entreprise qui fait des bénéfices à chaque part du capital détenu. Ça n'épuise pas la relation d'un actionnaire ou d'un sociétaire avec son entreprise. Le double dividende, c'est tout simplement que quand une entreprise embauche locale, quand une entreprise va bien, finance des associations, finance des événements culturels ou sportifs, quand elle se comporte bien avec son territoire, toute la population en touche les avantages et les bénéfices. C'est ça le double dividende, et avec des banques coopératives régionales, avec des mutuelles, avec des plateformes de crowdfunding, avec tout ce qui peut se faire sur les réseaux dans ce domaine, je souhaite que l'épargne régionale ait en priorité au financement d'entreprises régionales, parce que financer les entreprises de son territoire, c'est quelque part toucher un double dividende, c'est garder des territoires en vie, c'est garder des commerces, c'est garder des écoles, c'est garder des centres-villes qui sont habités et ne sont pas désertés, bref, ça fait venir des médecins, ça maintient des lits d'hôpital ouverts. Il y a un double dividende à financer les entreprises de la région, à les rendre plus performantes et plus compétitives. Ce sera au cœur de l'action et du projet économique que je voudrais conduire pour la région. Je vous décevrai naturellement en ne parlant pas de la sécurité écologique et environnementale. Laissez-moi dire un mot d'un sujet qui est en rapport étroit. Nous venons tout à l'heure de parler des éoliennes et de parler du scandale qui est l'absence de consultation des riverains, l'absence d'écoute des marins-pêcheurs, l'absence d'écoute des professionnels, dont le cadre d'exercice va être totalement bouleversé par la présence d'éoliennes. Ça pour nous, ça s'appelle sécurité démocratique, et la sécurité démocratique, elle s'appelle référendum d'initiative locale. Je compte bien la présidence de la région reconnaître la pertinence des référendums d'initiative locale ou régionale, et je compte bien que la région mette des moyens pour contribuer à les organiser. Le principe de subsidiarité guidera notre politique, que les décisions se prennent partout au plus proche du terrain. C'est dans les quartiers, dans les villages, dans les zones où les gens vivent, qu'ils sont le plus aptes à prendre les décisions pour ce qui les concerne. Il y a évidemment des cas où c'est local, il y a des cas où c'est régional, il y a des cas où la subsidiarité elle est nationale, il y a même des cas où elle est européenne, mais qu'à chaque degré le plus adapté aux décisions, on soit au plus proche du terrain. Sécurité écologique et environnementale. Comment ne pas en parler ici alors que nous sommes à 2 pas de ce projet monstrueux de plus de 60 éoliennes, de 200 et quelques mètres de haut qui vont défigurer les côtes, perturber les courants et porter gravement atteinte à une industrie constitutive de notre identité qu'est l'industrie de la pêche artisanale. À cet égard, je voudrais souligner 2 points qui seront au cœur de notre projet pour la région. Notre projet, c'est le projet d'abord d'une écologie heureuse. Une écologie heureuse, c'est l'inverse de l'écologie punitive. Laissez-moi vous donner un chiffre. Si la persécution automobile qui est en cours continue, 46% du parc automobile des Pays de la Loire ne pourra plus accéder aux agglomérations dans 1 an et demi. Tout simplement parce qu'ils sont au-dessus de critères Tour et ils n'auront plus le droit de rentrer dans les agglomérations. Ça veut dire que presque un habitant des Pays de la Loire sur 2 se voit interdire de mobilité individuelle et quelque part se voit exclu. Cette exclusion-là, je ne l'accepte pas. De la même manière que je n'accepte pas que les fameuses zones à faible émission des centres-villes deviennent des zones à faible exclusion. Qu'allez-vous dire aux gens qui ne pourront plus, parce qu'ils roulent en diesel, accéder à l'hôpital, aller voir leurs cousins ou leur famille dans les centres-villes, ou tout simplement aller faire leur marché, passage Pommeraye ou rue Crébillon? Ça me paraît une exclusion sociale inacceptable, et cette écologie-là, elle est extrêmement dangereuse, parce qu'elle est en train de fâcher toute la population avec l'écologie qui est naturellement un vrai sujet. Le deuxième axe de notre action, ça sera le réalisme en matière énergétique. En matière énergétique, soyons très clairs,
nous demanderons un moratoire total sur l'installation de parcs d'éoliennes. Je ne suis pas idéologue. Ce moratoire devra avoir lieu jusqu'à ce que soient rétablies toutes les conditions de la consultation des riverains, de la consultation des associations représentatives, et essentiellement celles qui composent France Nature Environnement, la consultation aussi de l'expertise publique qui a été totalement marginalisée dans les années qui viennent de s'écouler. À cet égard, le rétablissement de la consultation démocratique est pour moi le préalable à toute l'évolution vers la transition écologique et la transition énergétique dont on nous rebat les oreilles. Simplement un mot à cet égard. L'idéologie qui conduit à vouloir massivement endetter les Français à dizaines de milliards d'euros pour financer à des coûts totalement aberrants et l'énergie produite par l'éolien et l'énergie produite par le solaire et aussi en partie l'énergie produite par les méthaniseurs, tout ceci demande une remise à plat. Donc notre projet écologique pour la région, c'est un projet de bon sens, c'est un projet de recherche de la qualité de vie dans le respect des traditions, dans le respect du patrimoine, dans le respect de la culture qui n'est autre que l'adaptation millénaire d'une population au climat, au relief, à la biodiversité, etc. Et donc c'est l'inverse de l'écologie punitive. C'est une écologie qui cesse de détruire les paysages avec l'implantation sauvage de parcs d'éoliennes. C'est une écologie qui lutte contre la corruption qui accompagne l'implantation de parcs d'éoliennes. Et c'est une écologie qui rend à l'ensemble des habitants de la Loire la responsabilité sur le bon état de leur environnement, sur l'amélioration de la biodiversité et sur la conservation de ces paysages et de cette qualité de vie auxquels ils tiennent tant et à juste raison. Je dirais peut-être un dernier mot de ce qu'est pour moi ou pour nous la sécurité citoyenne. La sécurité citoyenne, c'est le fait d'être consulté, c'est le fait d'être écouté. La sécurité citoyenne, c'est aussi et surtout le fait d'avoir une fonction publique territoriale qui remplisse pleinement sa mission. On passe trop souvent sous silence le fait que l'administration publique territoriale joue et a joué un rôle absolument essentiel dans la conduite d'un projet de région. Je souhaite pour ma part que nous nous attachions à revaloriser les missions de la fonction publique territoriale. Je souhaite pour ma part que nous revenions sur un dogme absurde de la concurrence qui est en train de détruire EDF, qui est en train de menacer la SNCF, qui est en train de menacer l'Office national des forêts, qui est en train de menacer de porter atteinte à notre littoral, puisqu'on sait très bien que le gouvernement actuel voudrait privatiser les forêts françaises, voudrait laisser les promoteurs s'emparer du littoral, bref, et des zones humides, bref. La fonction publique territoriale a un rôle essentiel à jouer. En partenariat avec la recherche publique, elle est attendue sur la recherche. Je considère que la casse de la recherche médicale française est un des drames engagés par ce gouvernement. Moins d'un tiers des budgets lui sont consacrés et la recherche publique médicale française n'est plus qu'un tiers de la recherche publique allemande. Je souhaite pour ma part que l'on en finisse avec les folies du New Public Management qui essaye d'importer dans la fonction publique les modes qui ont échoué dans le privé. Nous devons nous échapper de cette tutelle venue de l'étranger et je souhaiterais que la région prenne l'initiative de créer une école du management public. On en aura bien besoin avec la fin de l'ENA, avec la fin du cours des préfets. Et pourquoi pas confier cette école à l'un des plus grands professionnels du droit social et de la réflexion sur la gestion sociale, qui est le professeur au Collège de France nantais, qui s'appelle Alain Suppiot. Bref, j'ai dessiné quelques lignes du projet pour la région. C'est un projet de confiance et d'enthousiasme. La région des Pays de la Loire a toutes les chances pour continuer d'attirer. Elle a toutes les chances pour offrir à ses habitants les meilleures conditions de vie. Et elle a toutes les chances pour rester une région qui brille, une région qui fasse envie et une région qui se projette dans l'avenir avec confiance et avec bonheur. C'est tout le projet que je souhaite conduire pour les habitants des Pays de la Loire. C'est tout le projet sur lequel j'imagine vous aurez quelques questions à me poser. J'attends vos questions avec toutes celles et tous ceux qui m'entourent. Et maintenant, Marine, je te laisse la parole. Merci encore pour ton soutien. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de venir pour moi, évidemment, soutenir Hervé Juvin. Ceux qui ne le connaissaient pas, d'entre vous qui ne le connaissaient pas, l'ont découvert. C'est un homme qui a une vraie vision, qui sait pertinemment où il va, qui a travaillé dans des secteurs très différents, qui s'est attaché depuis longtemps à cette réflexion tout à fait utile
sur l'écologie, sur la préservation du territoire, des territoires, sur le localisme, qui fait que il a fait bénéficier en quelque sorte le mouvement que je préside d'une vision en même temps nouvelle et enrichie sur un sujet qui est un sujet tout à fait essentiel. Un sujet qui rentre d'ailleurs évidemment en cohérence avec notre lutte ancienne déjà contre la mondialisation sauvage, contre le mondialisme, contre cette mobilité forcée qui est le fondement même du mondialisme. J'avais eu l'occasion de vous le dire à Fréjus, le contraire de la mobilité n'est pas l'immobilité. Le contraire de la mobilité, c'est la proximité. Eh bien, c'est vrai que ces élections régionales et ces élections départementales sont un moyen pour nous de mettre en lumière cette partie de notre projet qui est attachée à la proximité. Et qu'en réalité, nous développons dans les municipalités que nous avons gagnées, que nous développons dans ces élections départementales et régionales, que nous développerons et que je développerai dans le cadre de l'élection présidentielle, mais que nous développons aussi d'ores et déjà au Parlement européen, puisque lorsque nous combattons les accords de libre-échange, lorsque nous combattons la concurrence internationale déloyale, eh bien évidemment, nous combattons pour le localisme, pour le patriotisme économique, pour la sécurité que le localisme engendre, car le localisme, ce n'est pas seulement un concept économique, si vous voulez, dans notre esprit. Le localisme, il se décline, c'est le localisme institutionnel, ce sont les référendums dont a parlé Hervé tout à l'heure, c'est le localisme économique, relocalisation, patriotisme économique, c'est le localisme territorial, avec ce concept de démétropolisation qui est aussi au cœur de cette élection régionale, retrouver un équilibre entre les territoires au niveau des régions et arrêter de voir notre pays être, voir l'intégralité des activités attirées dans les grandes métropoles au détriment de l'ensemble du territoire. La grandeur de la France, la douceur de vivre de notre pays, c'était précisément cet équilibre entre les territoires. C'était l'absence de différentiel fondamental qui pouvait exister entre ceux qui avaient fait le choix de vivre dans la grande ville et ceux qui avaient fait le choix de vivre dans la petite ville. Aujourd'hui, ce différentiel, il ne cesse d'augmenter. Or, je crois que ça n'est pas une amélioration du cadre de vie et de la manière de vivre. C'est une détérioration de voir cette différence se creuser au fur et à mesure. C'est même un peu la marque des pays en voie de sous-développement. Car un pays qui, par définition, se développe, justement, développe son territoire. Et ce sont les pays sous-développés qui ont des métropoles obèses et des déserts autour de ces métropoles obèses. Donc il est très urgent d'engager cette démétropolisation. Et évidemment, comme candidate à la présidentielle, je n'espère qu'une chose, c'est qu'un maximum de régions puissent accompagner le projet présidentiel que je porte et que je mettrai en œuvre quand je serai élu. Donc moi, je souhaite bien sûr que ceux qui souhaitent me faire confiance aux élections présidentielles, je leur demande de commencer par faire confiance à nos candidats aux élections régionales. Donnez-leur les moyens d'être à la tête de régions qui vont accompagner le projet national que je porterai dans un an. Parce qu'encore une fois, c'est essentiel. J'ai eu l'occasion de le développer à la sortie de cette crise du Covid. Vous le savez, beaucoup d'entreprises ont été soutenues et nous en réjouissons par des aides d'État, mais personne n'est dupe qu'il va y avoir un certain nombre de défaillances et des entreprises qui auraient peut-être dû faire faillite, que certains brutalement appellent des entreprises zombies, en réalité ont survécu grâce à ces aides publiques. Mais on ne prévoit rien, l'État ne planifie rien, les régions ne planifient rien. Or l'État et les régions auraient dû planifier cette sortie de crise, c'est-à-dire le moment où les aides publiques vont commencer à baisser et où l'on risque de se retrouver avec évidemment un nombre de faillites important et donc bien sûr des salariés qui se retrouvent sans emploi. Donc l'idée qui aurait été celle entre l'État et les régions de détecter les entreprises les plus fragiles pour pouvoir d'ores et déjà commencer à basculer ces aides vers la formation et la reconversion des salariés pour éviter de se retrouver avec des gens qui vont sec perdre leur emploi
à la sortie de cette crise sanitaire, quand l'État commencera à refermer les robinets, est une idée que j'ai défendue en son temps, qui n'a pas été reprise par le gouvernement, et je le regrette. Comme à chaque fois, ils feront ça trop peu et trop tard. Voilà, comme ils ont trop tard fermé les frontières, comme ils ont trop tard envisagé de livrer des fonds propres plutôt que des prêts aux entreprises, tout ce que nous avons proposé, ils finissent par le faire, mais ils finissent par le faire trop tard pour que ce soit efficace, et évidemment, je le regrette. C'est aussi le localisme financier avec la promotion du mutualisme. C'est-à-dire d'un mode de financement des projets locaux. C'est enfin le localisme artistique, avec la volonté qui est la nôtre de création de pépinières d'artistes pour permettre à tous les artistes dans les régions de s'exprimer et de rencontrer leur public, parce que c'est ça aussi le rôle d'un artiste, c'est de rencontrer son public. Donc encore une fois, cette idée de localisme et cette idée de proximité, cette idée que j'ai besoin, moi comme candidate à la présidentielle aujourd'hui et comme présidente de la République demain, d'avoir des régions qui accompagnent ce projet, c'est essentiel. Donc j'espère que les électeurs évidemment se déplaceront à ces élections régionales. La situation du pays est mauvaise. Je pense que plus personne n'a besoin qu'on en fasse le constat. Chacun est conscient de cela. Nous avons un pouvoir central qui a pour seul objectif aujourd'hui la déconstruction. Il le dit lui-même, et quand il ne le dit pas, il le fait. La déconstruction de notre histoire, mais pas seulement. La déconstruction de l'État. Le chef de l'État déconstruit l'État. Voilà son nouvel objectif, voilà son nouveau projet dans dans l'année qui le sépare, je l'espère, de son départ. Il souhaite déconstruire l'État. Déconstruction qui évidemment passe aujourd'hui par la déconstruction préfectorale, qui je crois est un très mauvais coup porté à l'intérêt supérieur du pays, à la neutralité de l'appareil d'État. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de pouvoir caser ses copains comme préfet en dehors de toutes les règles qui permettaient de préserver celui qui, au travers de la figure du préfet, est en même temps le délégué du gouvernement, mais aussi le représentant de l'État, qui ne sera donc plus que le délégué du gouvernement. C'est encore une fois un très mauvais coup qui est porté à la structure de l'État. Or, la France est un État-nation, et déconstruire l'État, c'est attenter à la nation. Voilà. Ça, c'est une réalité. Le pays va mal, le président de la République a réussi à perdre la confiance d'éléments structurants de notre pays, l'armée, la police, on le sent bien, chacun peut s'en apercevoir jour après jour. Aujourd'hui, la préfectorale, ça commence à faire beaucoup parce que tous ces corps sont des corps, encore une fois, structurants. Ce sont les murs de la Maison France. Donc, attaquer ces murs, comme le fait le président de la République, c'est un processus, évidemment, qui devra être arrêté en 2022. Voilà. Ce que je pense. Développement économique, sécurité, écologie, formation, tout est à faire. Tout est encore à faire. Et le faire avec les régions est une urgence aujourd'hui. C'est pour ça que moi je crois beaucoup dans les résultats de ces élections régionales. Je pense que nous aurons des très bons résultats au régional. Je pense qu'il y aura aussi des surprises au départemental. Je note et je vous l'indique d'ailleurs, car vous avez sûrement lu beaucoup de papiers dans les 6 derniers mois indiquant que le Rassemblement national avait le plus grand mal à trouver des candidats, que c'était très difficile, que ça démontrait qu'on n'était pas trop enraciné par rapport aux autres partis. Donc je vais vous lire ce qui ressort de la préfecture. 1638 candidats, 1638 cantons Rassemblement national, des candidatures. Je vous passe les divers droites, divers gauches, etc. On va s'attacher au LR, 334, au Socialiste, 297, au LREM, 188, le PC, 257, et la France Insoumise, 180. Alors vous voyez que le Rassemblement national est le premier, et de très très loin,
le premier parti représenté aux élections départementales, ce qui démontre qu'encore une fois, nous sommes non seulement implantés, non seulement présents partout, mais que surtout nos électeurs pourront, dans plus de 80% des cantons, voter en même temps pour nos têtes de liste régionales et en même temps pour nos candidats au départemental. Je les invite évidemment vivement à le faire. Je sais que vous avez beaucoup de questions à me poser. Je vais donc conclure en vous disant que j'étais déjà contre les éoliennes, mais il faut bien dire qu'après ma rencontre avec les pêcheurs, je suis conforté dans cette opposition très virulente qui est la mienne. Interdire à des pêcheurs de pouvoir pêcher, comme ça va être évidemment le cas dans ces parcs, ces 2 parcs qui vont être construits, sans compter tous les inconvénients que vous connaissez bien, parce que je suppose que vous maîtrisez tous ces sujets, le coût des éoliennes, le caractère tout à fait anti-écologique, leur importation, notre dépendance, la destruction probablement presque quasi définitive de l'environnement, parce que quand vous coulez des centaines de tonnes de béton, vous imaginez bien que même si demain nous démontons, et nous le ferons, ces éoliennes, on ne pourra pas démonter ces centaines de tonnes qui auront été déversées dans la mer, en ruinant évidemment la faune, en tuant la biodiversité, etc. On ne peut pas se dire écologiste et défendre un projet comme celui-là, c'est pas possible. Voilà. On a beau prendre ça par tous les bouts, on ne peut pas se dire écologiste et défendre ces projets d'installation massive d'éoliennes, y compris d'installation massive d'éoliennes en mer. C'est une forme d'expropriation de la mer qui appartient aux Français. La mer appartient aux Français. Elle n'appartient pas à M. Macron, elle n'appartient pas au consortium privé, elle appartient aux Français. Or, les Français, par l'intermédiaire de ces créations de parcs d'éoliennes en mer, sont expropriés de leur territoire maritime. Cette situation est inadmissible et croyez-moi, nous serons amenés à considérer cela comme une urgence lorsque nous arriverons au pouvoir, car il faut arrêter le plus vite possible l'avancée de ces installations d'éoliennes. Voilà, mesdames et messieurs, pour ces sujets locaux, enfin régionaux. Je suis bien sûr à votre disposition, ainsi que Andrea, ainsi qu'Hervé et tous les autres, de répondre à vos questions, quelle qu'en soit la dimension. Alors, en tant que candidate à l'élection présidentielle, est-ce que vous soutenez la tribune des militaires, cette fois militaire d'active? Mais, pardon, la question, le constat qui est fait par les militaires qui ont signé cette tribune, c'est de dire que la guerre civile couve en France. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle couve. En tout cas, elle est un risque. Bien sûr, il y a toujours un risque de guerre civile. D'ailleurs, beaucoup de dirigeants français l'ont déjà exprimé, peu ou prou. Si vous voulez, quand l'ancien ministre de l'Intérieur dit « Nous sommes aujourd'hui côte à côte, nous risquons de nous retrouver demain face à face », c'est exactement à cela qu'il fait référence. Lorsque M. Hollande fait des confessions à des journalistes en vue d'un livre qui s'appelait « Un président ne devrait pas dire ça », eh bien il le dit, il parle lui de guerre civile, de risque de guerre civile. Donc qu'il existe un risque de guerre civile n'est encore une fois une surprise pour personne. Mon rôle, moi, comme candidate à l'élection présidentielle, c'est de l'éviter. Mon rôle comme présidente de la République, lorsque je serai, c'est d'empêcher cette guerre civile, c'est-à-dire de prendre des mesures urgentes, rapides, efficaces, pour retrouver la maîtrise de ces zones de non-droit qui sont le siège d'un séparatisme qui n'est pas qu'un séparatisme islamiste, qui est aussi un séparatisme criminel. Voilà, donc bien sûr je partage cette inquiétude. Maintenant, pour répondre à la question que vous n'avez pas manqué de me poser, je n'ai pas besoin de signer cette tribune pour une raison simple, c'est qu'elle m'est adressée. Elle est adressée aux élus, aux parlementaires.
Donc je ne vais pas signer une tribune qui m'est adressée. J'y ai répondu, j'ai répondu à la première, je répondrai la même chose à la deuxième. Puisque par définition, le constat qui est exprimé dans la première ou la deuxième est exactement le même. Et c'est un constat de lucidité. Moi, je vous avoue que je suis vraiment très choqué de la manière dont le gouvernement a répondu à la première tribune. Je suis encore plus choqué, peut-être si c'est possible, de la manière dont le ministre de l'Intérieur a répondu par l'ironie et le mépris à la deuxième. Ce gouvernement... Pardon ? On parle d'appel à l'insurrection du côté de la majorité, un quasi-appel à l'insurrection. Bah écoutez, je sais pas, l'éducation nationale, certes, a de plus en plus de mal à apprendre à lire à nos enfants, mais enfin, il me semblait quand même qu'elle avait réussi à apprendre à lire à nos anciens. Bon, par conséquent, la classe politique, il suffit qu'elle lise la tribune pour s'apercevoir qu'il n'y a aucun appel à l'insurrection, évidemment. Il est même dit exactement, et je crois, noir sur blanc, l'inverse. Bon, noir sur blanc, ils indiquent qu'il ne s'agit évidemment pas d'un appel à l'insurrection. Bien entendu que non, car si c'était un appel à l'insurrection, je ne la soutiendrais pas. C'est aussi simple que cela. Bon, si je la soutiens, c'est qu'évidemment, il ne s'agit pas du tout d'un appel à l'insurrection. Il s'agit d'un constat, un constat que font des millions de Français en réalité, et qui devrait être pris au sérieux par l'exécutif. Il ferait bien de se pencher sur la... Pardon, laissez-moi terminer s'il vous plaît, vous serez gentil. Il ferait bien de s'attacher à la réalité de ce qui est dénoncé dans cette tribune, plutôt que de prendre ça, encore une fois, par le mépris et le traiter d'un revers de main. Et ça, c'est la deuxième tribune en tant que prétendante à la fonction suprême. Est-ce que vous ne craignez pas de participer à votre niveau à une surenchère? Et que répondez-vous à ceux qui... Mais monsieur, ce n'est pas moi qui ai écrit cette tribune. Non, mais vous dites que vous la soutenez, vous pourriez être mal à l'aise, par exemple. Mais je suis absolument pas mal à l'aise. Pourquoi voulez-vous que je sois mal à l'aise face à une tribune qui dit ce que nous disons depuis 30 ans? Pourquoi voulez-vous que je sois mal à l'aise? Je suis soulagé. Je suis soulagé de voir que le Rassemblement national n'est plus le seul à faire ce constat. Que des policiers font ce constat, que des militaires font ce constat, que des commerçants, des pêcheurs, des chasseurs, des habitants des villes, des campagnes font ce constat. Tout le monde fait ce constat. Il n'y a plus que l'exécutif qui s'enferme, encore une fois, dans un aveuglement qui est un aveuglement meurtrier, parce que chaque jour qui passe, eh bien, c'est un jour où les criminels se renforcent. Et chaque jour qui passe, la crainte nous étreint de voir un policier à nouveau tué dans une opération effectuée, pourtant dans un quartier plutôt calme. De ville de province, où une jeune femme travaillant dans un commissariat est égorgée. Voilà. Donc je crois qu'encore une fois, le gouvernement devrait regarder les faits qui sont dénoncés dans cette tribune avec sérieux et y apporter des réponses, parce que c'est leur rôle, apporter des réponses aux problèmes qui sont ceux de notre pays. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être à la manœuvre pour la publication de cette tribune? Mais qui ose dire une chose pareille? Enfin, je veux dire, je sais que le complotisme est très à la mode, mais là, pour le coup, cette théorie du complot m'apparaît tout à fait ridicule, absurde. Vous avez évoqué cette policière égorgée. Demain, il y aura l'hommage national à Éric Masson, ce policier tué à Avignon. Est-ce que vous y participerez en tant qu'hommage national? Mais je ne suis pas invité, monsieur, pas plus que je n'étais invité d'ailleurs à l'hommage qui s'est déroulé à Rambouillet. Voilà, le gouvernement fait le choix de réserver les invitations au bureau de l'Assemblée nationale. Bon, ça tombe bien, c'est le seul endroit où je ne suis pas. Tiens. Voilà. Matignon certifie que c'est le même format pour tous les hommages nationaux. Bah écoutez, je sais pas, moi. Parti, donc, de fait, je sais pas, mais je suis chef de parti et de fait quoi? invité. Ah bah j'ai rien reçu moi, sur mon mail. En règle générale, je reçois quelque chose sur mon mail, j'ai rien reçu sur mon mail. Mais si je suis invité, je m'en réjouis et je me ferai représenter, car je ne pourrai pas y être personnellement, mais évidemment je me ferai représenter par un élu de mon mouvement à cet hommage, où il serait incongru, bien sûr, vous le comprenez bien, que le Rassemblement national, premier parti d'opposition, ne puisse être présent. Des policiers, des représentants de policiers sont reçus ce soir, notamment par le Premier ministre, justement pour parler du sujet de leur sécurité. Vous pensez que l'exécutif a pris en compte ce sujet? Non, je ne le crois pas, car ils sont au pouvoir. Ça ne vous a pas échappé depuis 4 ans. 4 ans.
Et rien, me semble-t-il, d'édifiant n'a été fait dans ce domaine depuis 4 ans. Y a-t-il d'autres questions à Hervé Juvin sur le parti Les Localistes? Est-ce que c'est possible de faire un petit bout d'interview à l'extérieur? Je pense que c'est possible, oui. Alors il y aura d'autres questions. Très bien, parfait. Je pense même que le soleil y invite. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour Merci à votre tous. présence.